Chaque année, une seule habitude tue environ 2,6 millions de personnes dans le monde. Pas une guerre, pas une pandémie, juste une boisson, l'alcool. On le sert au mariage, on l'ouvre pour fêter une promotion, on l'utilise pour décompresser. Pourtant, à l'échelle mondiale, c'est l'une des substances les plus meurtrières que nous consommons volontairement. Alors, que se passe-t-il vraiment quand on boit ? Dans cette vidéo, on va mesurer ce que l'alcool coûte en vie et en maladie. Puis on va suivre une simple gorgée, étape par étape, dans ton corps, pour comprendre pourquoi ça fait du bien et pourquoi ça détruit. Ce n'est pas une histoire de laboratoire, c'est une histoire de samedi soir. Le samedi soir normal qui cache une hécatombe. Si on te demande quelle est la substance la plus dangereuse au monde, tu penses peut-être à l'héroïne, au fentanyl, aux drogues dures. Mais celle que l'on sert avec des petits fours à un mariage, on ne la met presque jamais sur la liste. Imagine une scène banale. Une terrasse un peu collante, des verres qui s'entrechoquent, des potes qui disent « Allez, un dernier !» Un pot de départ, un dîner de famille, un verre rempli sans vraiment demander, et toi tu te dis juste « Ok, on souffle, on a le droit ». On boit pour fêter, évidemment. On boit pour oublier, on boit pour dormir, pour se détendre, pour oser dire un truc qu'on n'oserait pas dire, à jeun. On boit quand on est heureux, et aussi quand on est stressé, fatigué, seul ou juste vide. Parce que ça donne l'impression de régler un bouton dans la tête. Là, tout de suite. Et pourtant, en 2019, l'alcool a été lié à environ 2,6 millions de morts dans le monde. Pas à cause d'un événement spectaculaire, pas à cause d'une overdose dramatique, simplement par l'alcool. Environ 1,6 million dus à des maladies non transmissibles comme les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Environ 700 000 liés à des blessures, accidents, violences, chutes et environ 300 000 associés à des maladies infectieuses. Sauf que l'alcool ne ressemble pas à une menace, il ressemble à une récompense. Et ce n'est pas une histoire des autres, ce n'est pas un film sur les alcooliques, c'est aussi les buveurs du week-end, ceux qui boivent quand ça va bien et ceux qui boivent quand ça ne va pas. Aujourd'hui, environ 2,3 milliards de personnes consomment de l'alcool dans le monde. L'alcool est vendu comme un lien social, mais biologiquement, c'est une molécule. Alors, qu'est-ce que c'est exactement au niveau chimique ? Une gorgée, une molécule, un mensonge agréable. Pourquoi un liquide transparent peut-il te rendre léger en 20 minutes, puis te trahir 2 heures plus tard ? L'alcool que l'on boit s'appelle l'éthanol, une petite molécule, simple, assez petite pour se faufiler presque partout dans le corps. On sait la fabriquer depuis des millénaires. On met du sucre, on met des levures, les levures mangent le sucre et elles relâchent 2 choses, de l'alcool et du CO2. Mais tous les verres ne se valent pas. Une bière contient souvent autour de 5% d'alcool. Le vin, plutôt 12%. Les spiritueux peuvent dépasser 40%. Même geste, impact très différent. Pour ton corps, il n'y a pas de mode alcool. L'éthanol est traité comme une toxine, quelque chose qui n'a rien à faire dans le sang. On prend une gorgée et on la suit comme une caméra. D'abord, ça passe par ta bouche, et une partie commence déjà à traverser les muqueuses. Pas besoin d'attendre. Ensuite, ça arrive dans l'estomac, où ça peut rester un peu, ou filer vite, selon si tu as mangé, selon la vitesse à laquelle tu bois. Puis ça descend dans l'intestin grêle, et là, c'est l'autoroute. Ça traverse la paroi, ça entre dans le sang, et ça se met à circuler partout. Pas de détour. Et comme cette molécule est petite et aime bien l'eau, elle se mélange facilement dans les fluides de ton corps. Et surtout, elle traverse le cerveau. La barrière qui bloque plein de trucs, l'éthanol la franchit assez bien. Donc en 15 à 45 minutes, beaucoup de gens sentent le switch. Le monde devient un peu plus doux, les angles deviennent moins pointus, la gêne baisse d'un cran. Pourquoi ? Parce que l'alcool appuie sur les freins. Dans le cerveau, on a des systèmes qui calment l'activité. Un des gros freins s'appelle GABA. L'alcool renforce ce frein. Et en même temps, il baisse un système plus accélérateur, le glutamate. Résultat, le bruit mental diminue. Tu parles plus facilement, tu ris plus vite, tu te sens moins menacé. Puis arrive la dopamine. Pas exactement du bonheur, plutôt un signal qui dit « ce comportement mérite d'être répété ». Le sentiment de courage n'est souvent qu'une illusion. Le système de contrôle s'affaiblit, les risques semblent plus petits qu'ils ne le sont. Pendant que ton cerveau flotte un peu, ton foie, lui, bosse. Il reçoit l'éthanol et il le transforme en acétaldéhyde grâce à une enzyme appelée ADH. Et l'acétaldéhyde est toxique. Il est classé cancérigène. Il peut endommager les protéines et l'ADN. Ensuite, une seconde enzyme convertit cette molécule en acétate, une forme plus gérable. Mais si la quantité d'alcool dépasse la capacité de traitement du foie, l'acétaldéhyde s'accumule. Le bon feeling correspond à un cerveau dont le volume est abaissé. Le cou invisible, c'est un organe qui travaille à neutraliser un intermédiaire toxique. La première gorgée n'est pas le vrai problème, c'est la fréquence, la dose, les pics répétés. Parce qu'à chaque verre,
Même brièvement, le corps fabrique un poison intermédiaire et c'est là que commence l'addiction. La routine mondiale, la vraie question n'est pas si, mais combien. Maintenant, on fait quoi avec la question qui fâche ? À partir de quand l'alcool devient-il dangereux ? Un verre par jour ? 3 ? Juste le week-end, parce que la semaine, on est sage ? Pour rendre ça simple, on peut penser le risque comme une petite équation. Dose, fréquence et pic. La dose, c'est ce que tu bois. La fréquence, c'est combien de jours tu le fais. Et les pics, c'est quand tu enchaînes. Le binge quoi ? Et c'est souvent là que le cerveau se fait avoir. Parce que sur le moment, tu te sens ok, alors que ton corps, lui, est en train de se prendre une vague. C'est ce qu'on voit dans la vraie vie. C'est un monde en couches. Il y a des gens qui boivent rarement pour une occasion. Il y a ceux qui boivent chaque semaine. Un rythme stable, presque comme un rendez-vous. Et puis, il y a une minorité qui boit beaucoup, très souvent et très fort. Et cette minorité tire une grosse partie des dégâts. Parce que plus tu montes en dose et en pic, plus tu appuies sur les zones fragiles. Le piège, c'est que notre intuition adore le « si ça fait pas mal, c'est pas grave ». Sauf que l'alcool, sur le long terme, c'est une érosion. Il est associé à plus de 200 maladies et blessures. Commençons par le cancer. Bouche, gorge, œsophage, foie, côlon rectum, sein. Même à des niveaux que beaucoup appellent modérés, le risque augmente. Chaque année, environ 740 000 nouveaux cas de cancer dans le monde sont attribués à l'alcool. Ce chiffre ne vient pas d'excès spectaculaires, il vient surtout d'habitudes répétées. Ensuite, le foie. Là, c'est un scénario en étapes. D'abord, le foie gras. Ça peut arriver sans douleur, donc on continue. Après, l'hépatite alcoolique. Plus d'inflammation, plus de cellules qui lâchent. Puis, la fibrose, le tissu cicatriciel. Et enfin, la cirrhose, où la cicatrice remplace la fonction. À ce stade, on ne répare pas juste avec une semaine sans boire. Parfois, on parle carrément de greffe, et c'est une file d'attente, pas un bouton reset. Puis, le cerveau. On parle pas juste de gueule de bois, on parle de circuit. À force, le cerveau s'adapte à la présence de l'alcool et quand il n'en a pas, tu te sens plus tendu, plus irritable, tu dors moins bien. Et le sommeil, ce n'est pas un luxe, c'est la maintenance. Si on le casse souvent, l'humeur devient plus fragile, l'anxiété monte et le cerveau cherche encore plus le bouton pause qu'est l'alcool. Cercle parfait. Mauvaise planète. Et quand on pousse plus loin, on voit des problèmes de mémoire, d'attention et de troubles cognitifs. Il y a même des syndromes très durs liés à des carences, comme Wernicke-Korsakoff, qui arrivent quand le corps manque de thiamine, une vitamine clé. Cœur et vaisseau maintenant. Hypertension, cardiomyopathie, AVC et le fameux petit verre bon pour le cœur. Pendant longtemps, certaines études ont montré que les buveurs modérés semblaient en meilleure santé que les abstinents. Mais le problème, c'est la comparaison. Le groupe qui ne boit pas incluait souvent d'anciens gros buveurs déjà malades. Forcément, ils paraissaient moins en forme. Quand on compare des groupes vraiment équivalents, l'effet protecteur disparaît. Et ce qu'on voit, c'est que même de petites quantités augmentent certains risques. Donc non, un verre par jour n'est pas un bouclier et il n'est pas neutre. Ok, ça c'est les maladies lentes. Mais il y a une autre catégorie, les morts rapides. Celles qui arrivent en une seule nuit, sur un trottoir, une route ou un salon qui bascule. Vendredi soir, accident, violence et bébés qui n'ont rien demandé. Imagine une seule soirée. Tu pars juste prendre un verre. Et si on rembobine la nuit, image par image, on peut arriver à 3 fins très simples. Une morgue, une cellule, ou une vie entière avec un avant et un après. Parce que l'alcool ne se contente pas de grignoter le foie sur 10 ans, il appuie sur nos boutons maintenant. Il change la vitesse à laquelle on le pense. Et surtout, il change notre capacité à dire stop. Tu vois le menu du chaos. Conduite, bagarre, chute bête dans un escalier, plongeon pour rigoler dans une eau froide. Rapport sexuel qu'on n'aurait jamais voulu sobre, et le pire, c'est que sur le moment, tout ça a l'air logique. Le cerveau sous alcool est très fort pour raconter des histoires qui arrangent. Sur la route, c'est brutal. La relation entre alcool et crash n'est pas une pente douce. C'est une courbe qui se redresse d'un coup. Tu bois, tu te sens juste un peu plus léger. Et pourtant, ta vision se rétrécit. Tes réflexes s'allongent, ton attention saute comme un vieux câble. À la limite légale, beaucoup se disent « ça va ». Mais clairement, le corps ne s'aligne pas sur la loi. La physique, elle, s'en fiche. En 2019, l'alcool a été impliqué dans environ 298 000 morts sur les routes dans le monde. Et dans environ 156 000 cas, ce n'était pas la personne qui avait bu qui est morte, c'était un passager, un ami, quelqu'un dans l'autre voiture, un piéton qui est rentré chez lui. Et là, on entend toujours les mêmes phrases. Je gère, c'est juste à 10 minutes, j'ai mangé, je ne suis pas bourré. C'est fou comme notre esprit peut être sûr de lui au moment exact où il devient moins bon pour se juger. Maintenant, faisons un zoom sur la violence. L'alcool, c'est un accélérateur de conflit. Il coupe les freins, il rend impulsif, il rend sourd aux signaux faibles. Ceux qui disent « ça monte, là, on va le regretter ».
Et souvent, ça se passe pas dans une ruelle sombre, ça se passe à la maison, entre gens qui se connaissent. Pour donner une idée brute de l'ampleur, dans plusieurs études internationales, près de la moitié des homicides enregistrés impliquent de l'alcool chez l'auteur ou la victime, et même jusqu'à 84% des homicides se produisent lors d'épisodes de binge drinking, soulignant le lien étroit entre alcool et violence meurtrière. Imagine la scène la plus banale du monde. Une remarque, un ton, une fatigue de fin de semaine, un ego qui pique. Ajoute de l'alcool et tu changes la chimie du choix. Tu réponds plus vite, plus sec, tu lis l'autre comme une attaque, et comme l'alcool rend aussi moins sensible à la peur et à la douleur, on va plus loin qu'on ne le ferait. L'alcool aide exactement sur les gestes qui tuent. Il aide à prendre le volant, à répondre trop fort, à croire qu'on veut, alors qu'on ne veut pas, à ignorer un danger, et parfois ça détruit quelqu'un qui n'a même pas bu, juste parce qu'il était là. Alors, on a suivi la gorgée dans le corps, on a vu les dégâts lents, et maintenant les dégâts rapides. Reste la question la plus gênante, celle qui nous colle à tous, si on sait tout ça. Pourquoi on continue ensemble encore ce week-end, comme si de rien n'était ? Pourquoi on boit quand même ? La machine sociale. Si on sait tout ça, pourquoi on continue ? Qu'est-ce que l'alcool nous donne, que la vie moderne ne nous donne pas ou plus ? Parce que l'alcool ne rajoute pas de joie, il l'enlève. Il coupe le bruit, stress, gêne, fatigue, peur du regard des autres, il rend les conversations plus faciles, les silences moins lourds, les émotions moins tranchantes. Ce n'est pas une potion magique, c'est un raccourci social, un raccourci chimique. Tu arrives dans une pièce où tu connais 2 personnes sur 20. Un verre donne une excuse aux mains, un rythme, une phrase d'ouverture. Tu bois quoi ? Et le cerveau apprend vite. Dopamine, répète. Des centaines de millions de personnes vivent avec des troubles liés à l'alcool à travers le monde, environ 209 millions avec une dépendance. Ce n'est pas toujours le cliché, c'est la personne qui travaille, qui gère, qui sourit, qui boit seule parce que ça calme. Le piège, c'est quand on pense que le danger commence quand on perd le contrôle, mais souvent, il commence bien avant. On n'achète pas seulement un verre, on achète une version de nous-mêmes avec moins de peur, moins de friction, moins de retenue. Et c'est pour ça que c'est difficile à lâcher, parce que ça aide, jusqu'au jour où ça n'aide plus et que la facture arrive, parfois en silence, parfois en une nuit. Alors, la prochaine fois qu'on te donne un verre, ne te demande pas seulement « ça me fait du bien ?» Demande-toi « combien ça me coûte et à qui ?»